merci beaucoup pour ce bel accueil. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Si vous êtes d'accord et que tout le monde est prêt, on a un programme assez chargé, comme je le faisais part aux organisatrices. Euh, Si vous avez envie d'allumer vos caméras, je me permets de vous dire, je sais que c'est enregistré, donc j'y vois pas d'inconvénient si vous ne les allumez pas, mais ça me fait vraiment plaisir quand je vous vois. Ça me permet d'avoir une idée de la compréhension. Est-ce que vous m'entendez bien? Qu'est-ce qui se passe? Donc, simplement, puis de toute façon, pour moi, c'est juste une petite indication. Donc, ceux et celles qui acceptent de le faire, ben, c'est bien gentil. Sinon, ben, c'est pas grave. Je vais commencer tout de suite en partageant mon écran. Simplement, là, on n'en avait pas parlé, Siam, mais s'il y a des questions pendant la présentation, vous pourriez aller indiquer vos questions dans l'espace de discussion, dans le petit espace là avec une bulle, écrire vos questions à ce moment-là, comme ça vous les perdez pas, puis on peut y répondre à la fin de la présentation. Donc, je vous partage l'écran tout de suite et j'espère que tout fonctionne bien. Je crois que oui. Donc, je vais Le bon. commencer. Oh, est-ce que ça va? Vous voyez bien l'écran? Oui. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y a pas de souci. On est entre nous. J'espère que cette présentation-là va vous être utile. Donc, sans plus tarder, j'attaque, mais après ça, après ma présentation, on pourra avoir le temps de se présenter mutuellement et vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc, comme reconnaissance du territoire, moi, je suis basée à Québec. Donc, nous sommes à la croisée des territoires du Nihon-Wentzio. Je m'excuse pour toute la présentation, là, pour la prononciation. Donc, c'est ça. Nous sommes à la croisée du peuple Huron-Wendat, du Ndakina, du peuple Wabanaki, du Nitassinan, du peuple Innu, du Nitassiskan, du peuple Atikamekw, du Wolastoquk, du peuple Wolastoqey, et nous honorons nos relations les uns avec les autres. Finautonome, je me permets de vous présenter brièvement qui nous sommes. Donc, nous sommes un organisme communautaire qui aide les personnes en situation de handicap et leurs proches. On collabore aussi avec les milieux professionnels, donc tous les secteurs professionnels qui ont un impact sur le bien-être financier des personnes qui sont en situation de handicap. Ça comprend évidemment les personnes à qui on pense rapidement, c'est les professionnels de la santé qui doivent souvent remplir les formulaires dont vous avez besoin pour vous rendre admissible à certaines mesures, et les conseillers financiers, les notaires, les comptables. Donc, tous les professionnels qui peuvent avoir un impact sur votre bien-être financier font aussi partie des personnes qu'on accompagne, qu'on aide, dans le but, évidemment, d'aider les personnes en situation de handicap à être mieux servies, mieux compris. Et nous, on croit que c'est en partageant l'ensemble des connaissances avec tout le monde là, qu'on peut y arriver. Donc, on est là pour vous aider à accéder à l'information et à tous les outils qui sont à notre disposition, qui n'entrent pas, par contre, dans les services professionnels. Donc, je me permets de vous dire tout de suite que toutes les informations que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des informations qui nous proviennent de d'autres sources, hein, des sources du gouvernement, bien souvent, et que nous n'offrons pas de conseils professionnels. On est là pour guider, vulgariser, et la présentation que je vous fais aujourd'hui va être faite en ce sens. Donc, elle se veut le plus accessible possible, mais si toutefois il y avait des éléments que vous ne compreniez pas, des mots, des concepts, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à le mettre dans l'espace de discussion. C'est très important que vous puissiez bien comprendre de quoi je vais parler. Alors, je vais juste retirer cette chose-là ici. Pour nous, toute personne en situation de handicap, hein, c'est des personnes qui peuvent avoir des déficiences, des incapacités, des limitations fonctionnelles qui sont
les personnes qu'on accompagne, donc, ce sont des personnes pour qui ces limitations ou ces déficiences, ces incapacités vont avoir beaucoup d'impact dans leur vie quotidienne. Ceci étant dit, comme je vous disais, pour nous, une personne en situation de handicap, c'est une personne qui fait face à ces barrières structurelles qui sont présentes dans notre société. Et donc, on trouve important de vous mentionner que une situation de handicap peut être invisible, ça n'en demeure pas moins qu'elle est très réelle pour la personne qui les vit, ces obstacles, et qui est donc en situation de handicap. Donc, on aide vraiment les personnes qui ont des handicaps visibles ou invisibles. Il existe plusieurs mesures d'aide financière, de programmes des gouvernements, à la fois au niveau fédéral ou dans vos provinces. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je m'adresse à des personnes à travers l'ensemble du Canada. Pour ce qui est du nombre, c'est surtout au Québec notre référence, mais je sais il y en existe plusieurs dans chacune de vos provinces. Donc, on n'est pas capable de faire le tour de l'ensemble de toutes les mesures. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du crédit d'impôt pour personnes handicapées et du REI parce que ce sont les mesures qui sont d'abord accessibles à toute personne en situation de handicap au Canada qui se qualifie. On va en parler un petit peu plus loin de l'admissibilité et parce que c'est celles qui ont le plus d'impact sur votre bien-être financier. Mais il en existe plusieurs autres avec lesquelles il va y avoir une complémentarité. Ça va être complémentaire, ça vient, quand c'est mis ensemble, ben, ça permet d'avoir plus d'aide de la part des gouvernements. Si vous permettez, je pourrais commencer la présentation. On a produit en 2021 un petit vidéo qui explique, donc c'est un vidéo en français animé qui va vous présenter, qui va mettre la table au sujet de la conférence de cet après-midi. Je vais l'agrandir. Votre santé ou votre état physique affecte vos activités quotidiennes? Vous avez peut-être accès... Votre santé ou votre état physique affecte vos activités quotidiennes? Vous avez peut-être accès à du soutien financier sans même le savoir. Par exemple, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, permet à Léa de réduire l'impôt à payer, même si elle ne se considère pas dans la vie comme une personne vivant avec un handicap. Ses parents, qui lui donnent un coup de pouce financier, pourraient également utiliser ce crédit d'impôt. Pour être admissible au CIPH, vous devez soit avoir une déficience visuelle ou auditive grave, soit être limité de façon importante dans une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne, ou encore, vous devez avoir besoin de soins nécessaires de façon soutenue. Cette aide peut même être rétroactive sur 10 ans. Et en plus, le CIPH permet à Léa d'avoir accès à la plupart des programmes de soutien du gouvernement fédéral, comme la mesure de soutien en temps de pandémie et le très profitable régime enregistré d'épargne invalidité, le REEI, qui, un peu comme un REER, lui permettra à elle et à ses proches d'épargner pour sa sécurité financière à long terme. Sans craindre les coupures du programme de solidarité sociale, Léa pourrait obtenir jusqu'à 90 000 $ du gouvernement fédéral en subvention dans son REEI au cours de sa vie, sans compter les rendements générés. Si, comme Léa, votre santé affecte votre quotidien, de l'argent vous attend. Vous voulez savoir si le CIPH ou le REEI est pour vous ou l'un de vos proches? Appelez-nous au 1-833-TON-REEI ou consultez notre site web argentvousattend.com. C'est gratuit. Donc, c'est une capsule qui résume un peu l'objet de notre présentation aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'on doit vous dire, je vais commencer par vous présenter le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qu'on appelle à son acronyme CIPH, mais je vais répéter souvent, donc c'est bien le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est une appellation qui regroupe en fait tout un programme, hein. Il y a une admissibilité. Une fois qu'on est admissible à ce crédit d'impôt-là, on a accès à tout un panier de mesures, hein, plusieurs programmes qui vont nous permettre d'améliorer notre bien-être financier quand on est une personne en situation de handicap. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que ça s'appelle crédit d'impôt pour personnes handicapées et que c'est bel et bien un crédit d'impôt, je vais l'expliquer un peu plus loin, c'est que c'est son admissibilité, une fois qu'on est reconnu, qu'on peut être admissible à ce crédit d'impôt-là, on a droit à plusieurs autres programmes et c'est ça qui fait que c'est tellement intéressant.
D'ailleurs, je vous informe tout de suite que pour pouvoir ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité, l'autre mesure dont on va parler beaucoup aujourd'hui, il faut d'abord être admis, hein, avoir eu notre admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, au CIPH. C'est pour ça que je vais prendre bien le temps de vous expliquer et de répondre à vos questions, parce que sans cette admissibilité-là, on ne peut pas ouvrir un RII. Je vais vous expliquer donc le processus pour y être admissible en 3 étapes que je vais essayer de rendre le plus simple possible. La première étape, qui n'est pas la plus banale, je dirais même que c'est probablement la plus importante, c'est se poser la question si nous sommes admissibles. Se poser la question d'abord à soi, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap au Canada, qui ne s'identifient pas comme personnes handicapées. Quand on est francophone, ce sont des mots qui ont une connotation qui n'est pas tout à fait pareille quand elle est traduite en anglais. Donc, il y a certaines personnes au Canada, des francophones, qui ne s'identifient pas comme des personnes handicapées, mais qui vivent en situation de handicap. Donc, ça peut avoir l'air d'être une simple nuance, mais c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est selon nous ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas chercher cette mesure d'aide-là parce qu'ils ne s'identifient pas. Donc, pour savoir si on est admissible à ça, les questions à se poser, c'est à savoir, par exemple, si vous vous identifiez pas comme une personne handicapée, mais que vous vous dites que vous avez des limitations marquées dans vos activités de la vie quotidienne. Et là, elles sont détaillées en 7 grandes activités qui sont marcher, entendre, voir, se nourrir, s'habiller, évacuer et dans toute la question des fonctions mentales qui sont maintenant des limitations qui sont considérées dans l'admission au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et ça, je vais y revenir parce que c'est assez récent. C'est depuis 2021 que c'est davantage considéré et reconnu. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des questions à ça. Donc, la première question, c'est de savoir, est-ce que ma condition de santé a un impact suffisamment important dans ma vie quotidienne pour que je puisse me dire, OK, peut-être que je pourrais être admissible au CIPH. Pour savoir si l'impact est suffisamment important, on a une mesure, on a un repère, je vous dirais, donc un indice pour savoir si l'impact est suffisamment important dans notre vie. Il faut se demander si une personne du même âge que nous, hein, vit, est-ce que moi, ça me prend 3 fois plus de temps ou est-ce que j'ai 3 fois plus de difficultés à accomplir les activités de la vie quotidienne que je viens de nommer, comme marcher, entendre, qu'une personne du même âge que moi. Et là, après ça, ces activités-là de la vie quotidienne, hein, elles se vivent dans plusieurs contextes de la vie. Par exemple, pour marcher, ben, il y a marcher dans sa maison, se déplacer dans sa, où est-ce qu'on habite, mais il y a aussi de pouvoir aller faire l'épicerie, aller voir le médecin, donc tout ce qui concerne la marche. Est-ce que ça me prend, moi, 3 fois plus de temps qu'une personne du même âge que moi? Donc là, ça, c'est un indice, OK, peut-être que je suis admissible. Aussi, on peut se dire, est-ce que c'est une situation qui est présente dans 90% du temps? C'est-à-dire, on reprend l'exemple de marché. Est-ce que si je veux me rendre à l'épicerie ou aller faire mes courses ou me rendre chez le voisin, est-ce que ça me prend 3 fois plus de temps que la plupart des gens de mon âge? Et est-ce que c'est pas mal le cas tout le temps dans toutes ces activités-là? Si la réponse est oui, probablement que vous êtes admissible. Si c'est juste dans une des fonctions qu'on a une limitation marquée, il faut que ce soit très important. Par contre, souvent, une limitation peut en entraîner une autre ou on peut avoir plus d'une limitation. À ce moment-là, on dit qu'elle se cumule. Hein? Donc, si on a à la fois de la difficulté à marcher, de la difficulté à entendre, et par exemple, qu'on a des difficultés au niveau de nos fonctions mentales, que je vais détailler un peu plus tard, ben, on pourrait aussi être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
L'autre aspect très important de ce programme-là pour y être admissible, c'est qu'il faut que notre état soit, qu'on soit dans cet état-là où on a beaucoup d'obstacles, on a de la difficulté, des difficultés importantes dans nos activités quotidiennes depuis au moins 12 mois et c'est 12 mois consécutifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de moment d'arrêt. Je vous explique plus en détail. Si par exemple, votre condition de santé fait que pendant 6 mois cette année, vous avez eu beaucoup de difficultés à la fois à marcher et à vous habiller, par exemple, mais que vous avez eu 3 mois à la suite de ça où ça allait très bien et vous étiez capable de réaliser vos activités presque normalement, où c'était pas aussi marqué que les 6 premiers mois, malheureusement, vous ne serez pas admissible. Parce qu'il faut que cette condition-là soit présente pendant au moins 12 mois consécutifs. Mais à partir du moment où la situation a duré pendant 12 mois consécutifs, on peut être admissible. Et ça veut dire que les personnes qui ont des limitations, des incapacités, qui sont en situation de handicap temporaire, mais sur une longue durée, ça veut dire que ça dure plus que 12 mois consécutifs, peuvent aussi être admis. Donc, dans l'idée générale de plusieurs personnes, il faut être en situation de handicap pour le reste de notre vie. C'est pas tout à fait vrai avec le CIPH. L'important, c'est d'avoir une situation qui couvre au moins 12 mois consécutifs et qu'on sait qu'il va avoir un impact pendant un certain temps, mais c'est pas obligé d'être pour le reste de la vie. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes qui peuvent être admises, c'est les personnes qui ont besoin de soins thérapeutiques essentiels à leur survie. Hein? On pense à, par exemple, la dialyse ou des massages cardiaques. En fait, tout traitement qui est nécessaire à notre survie. Si on n'a pas ces traitements-là, soit qu'on se les administre par nous-mêmes ou soit qu'on doit se rendre dans un endroit pour recevoir des soins de santé. Si c'est des soins de santé qui sont essentiels à notre survie et que ça prend au moins 14 heures par semaine, tout inclus, c'est-à-dire le temps pour me déplacer ou le temps pour préparer mon matériel et recevoir mon soin. Donc, c'est l'ensemble de ce qui entoure les soins qui sont nécessaires à notre survie. Il faut que ça prenne au moins 14 heures par semaine. Donc là, il y a si vous allez sur le site du gouvernement, vous allez voir qu'il y a certains soins thérapeutiques qui sont mentionnés. Ça ne s'y limite pas, puis là, je prends le temps de le dire parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies rares, qui ont peut-être besoin de soins thérapeutiques essentiels à leur survie, qui peuvent être admissibles. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est que c'est un programme dans lequel il y a des paramètres précis pour se rendre admissible, mais que il n'y a pas deux personnes pareilles et que votre situation est unique et que c'est l'ensemble de votre situation qui va faire que vous êtes admissible ou pas. Donc, il faut regarder l'ensemble des facteurs que je vous présente aujourd'hui. Je vais passer un peu plus rapidement sur les fonctions physiques, mais si vous avez des questions à la fin, ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour l'ensemble de ces fonctions-là, les fonctions physiques, dans le fond, c'est qu'il faut que ça nous prenne, comme je vous ai dit, 3 fois plus de temps. Et ça, malgré le fait que vous puissiez avoir soit des médicaments ou des appareils qui vont vous aider à surmonter cette situation-là. Donc, si, par exemple, vous avez un appareil approprié qui vous permet de marcher que ça vous prenne autant de temps qu'une personne qui n'a pas votre incapacité, à ce moment-là, vous n'êtes pas admissible. Il faut que malgré le fait que vous ayez des appareils adaptés, que vous ayez plus de difficultés à marcher. Donc, j'espère que c'est clair pour cet aspect-là parce que je vais passer un peu plus de temps à présenter les fonctions mentales. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vous le répète, les fonctions physiques et mentales peuvent se cumuler pour rendre quelqu'un admissible. Donc, c'est important quand on parle des fonctions mentales parce que pour plusieurs personnes qui ont d'abord une incapacité physique, hein, qui vont vivre des obstacles au niveau de leur fonction physique, peuvent développer
avoir des impacts de leurs conditions sur leur fonction mentale. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rappeler que c'est des effets qui se cumulent. Alors, c'est les effets de notre condition de santé dont on doit tenir compte. Si on prend, par exemple, les premières fonctions mentales, il y en a une dizaine, ben, tout ce qui est l'apprentissage fonctionnel et à l'autonomie. Donc, ça veut dire s'adapter au changement, être capable d'exprimer nos besoins par nous-mêmes. Et ça vaut aussi pour les enfants. Donc, quand on parle d'un enfant en situation de handicap et qu'on pense à l'impact, les effets de ses fonctions mentales dans sa vie, il faut toujours le comparer à un enfant de son âge. Donc, se référer à ce que les enfants du même âge sont capables ou pas de faire. Et c'est la même chose pour tout au cours de la vie. Là. Par exemple, une personne qui serait plus âgée puis qui ferait face justement à plus de difficultés à s'adapter et à exprimer clairement ses besoins. On parle de besoins fondamentaux. Toute la question de l'attention. Dans le discours public, vous en entendez parler, hein, les personnes dont on dit elles vivent avec un déficit d'attention. C'est de ça dont on parle. Mais il y a certaines personnes qui peuvent vivre avec un déficit de l'attention, qui soit parce qu'elles sont médicamentées ou qu'elles ont des mesures d'adaptation autour d'elles, vont pas vivre autant d'obstacles qu'une autre personne qui est elle aussi un déficit d'attention, qui est elle aussi médicamentée, mais qui a plus de difficultés, hein, qui n'arrive pas encore à avoir une attention suffisamment soutenue qui est semblable donc à une personne du même âge qu'elle. Ce qui va avoir de l'impact dans sa vie quotidienne, ce qui va avoir des effets dans sa vie de tous les jours. Même chose avec la concentration, être capable d'atteindre des objectifs, réaliser des tâches quotidiennes qui sont importantes dans la vie quotidienne. Toute la question du jugement, comme choisir ses vêtements, reconnaître quand il y a des risques, hein, toute la question de la cognition, est-ce que reconnaître quand il y a des risques que quelqu'un pourrait nous tromper, nous dire des choses qui sont pas vraies. Donc, toute la question du jugement entre dans les effets des fonctions mentales. La mémoire, la perception de la réalité, la résolution de problèmes, être capable de gérer ses émotions de façon appropriée dans différentes situations de la vie aussi. Et toutes les questions de compréhension, quand quelqu'un parle, qu'elle soit de la compréhension verbale ou non verbale aussi. Donc, être capable de déchiffrer, hein, les signes de communication. Oh, là, on revient. Donc, ça, c'était pour la question des fonctions mentales qui sont maintenant admises. Donc, c'est important de bien comprendre. Comme je vous dis, on pourra revenir sur ces aspects-là. Je sais que ça peut susciter plusieurs questions parce que l'important, c'est de toujours se rappeler que ce qu'on veut mesurer, ce qu'on cherche à démontrer, c'est les effets de nos fonctions physiques et mentales dans notre vie quotidienne pour réaliser les activités de la vie quotidienne. Donc, une fois qu'on se dit, ouais, moi, je pense que ma situation, mon état de santé ou ma condition fait en sorte que je pense que je pourrais être admissible. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit remplir, hein, on doit aller chercher sur le site du gouvernement fédéral, de l'ARC, un formulaire qui s'appelle le T2201. Dans la présentation qui vous est partagée, dans ma présentation, ce qui est en rouge, ce sont des hyperliens. Donc, vous allez être capable de vous rendre directement au formulaire. Donc, le T2201, c'est un formulaire que c'est vous qui devez aller le chercher, mais sachez que, puis vous allez devoir remplir la première partie, qui est une courte partie. La plus courte partie, c'est la partie que vous devez remplir, qui est vos informations personnelles à vous. Ensuite, vous allez devoir vous rendre chez un professionnel de la santé. Je vais vous les énumérer, lesquels peuvent le faire pour vous, pour qu'il puisse remplir la partie B de ce formulaire-là. Et là, on vous met dans la présentation, on se dit que vous devez vous y préparer. C'est-à-dire que le rôle du professionnel de la santé, ça va être d'attester, de témoigner, hein, à travers le formulaire, que selon ce qu'il observe et ce que vous lui rapportez, avec votre condition de santé, c'est très plausible que les effets que vous vivez au quotidien sont ceux que vous lui rapportez.
Mais si vous vous attendez à ce que ce soit votre professionnel de la santé qui décrive les effets au quotidien de votre état de santé, bien là, c'est sûr que le professionnel de la santé, il n'est pas avec vous à chaque jour pour savoir ce que vous vivez, hein. C'est difficile pour lui de répondre à ça. Et les professionnels de la santé sont surtout habitués, leurs compétences, leur savoir-faire, c'est surtout de poser des diagnostics, puis vous administrer des soins, évidemment. Mais donc, si vous préparez pas sur les effets de votre condition de santé avant de vous rendre chez votre professionnel de la santé, il est fort possible que lui, il remplisse juste le diagnostic médical, hein, et que ça démontrera pas clairement à la personne qui va l'analyser à l'ARC si vous êtes admissible ou pas. Donc, c'est vraiment un aspect très important, ce que je vous partage maintenant. Le fait de se préparer avant d'aller rencontrer un professionnel de la santé pour qu'il puisse attester de votre condition de santé à travers le T2201. Il y a plusieurs sections. Il y a une section par, donc une partie du formulaire qui concerne chacune des activités de la vie courante qu'on a vu marcher, voir, entendre. Il n'est pas obligé de toutes les remplir. Il va remplir les sections, les parties du formulaire qui concernent votre situation. Puis il va être là pour témoigner, attester que ce que vous lui rapportez sur votre quotidien est plausible avec votre condition de santé, hein? Donc, mais il n'y a pas vraiment besoin de venir mettre le diagnostic et c'est pas ça qui lui est demandé. Il ne lui est pas non plus demandé de vous dire si vous êtes admissible ou pas. Il y a malheureusement plusieurs professionnels de santé. En tout cas, on le voit au Québec, je suis moins au courant dans les autres provinces. Mais je sais qu'au Québec, il y a plusieurs professionnels de santé qui se permettent de dire à certains de leurs patients ou patientes, non, je ne veux pas remplir ça, ce formulaire-là avec toi, parce que je ne pense pas que tu es admissible, tu n'es pas une personne handicapée. Parce qu'ils ont une conception, ils pensent que pour eux, une personne handicapée, là, à cause du terme de comment il s'appelle, le programme, ben ça doit être quelqu'un qui a des limitations fonctionnelles, motrices, qui est en chaise roulante. Bon, ils ont une conception qui n'est pas à jour sur ce qu'est le programme. Donc, c'est important de les sensibiliser puis que vous arriviez vraiment préparés en leur expliquant que ce programme-là a beaucoup évolué, surtout dans les 4 dernières années, même dans la dernière année, et que c'est possible qu'ils ne connaissent pas bien qu'est-ce qu'il leur est demandé. Vous pouvez les référer au site, hein? Parce que maintenant, vos professionnels de la santé peuvent remplir leur partie du T2201 directement sur le site du formulaire, là, du programme, sauf qu'ils ne pourront pas le soumettre. Ils vont être obligés de l'imprimer, hein, ils peuvent le remplir directement à l'ordinateur, les sections qui les concernent, et après ça, ils doivent faire imprimer une copie, vous en remettre une copie et probablement qu'ils vont garder une copie pour leur dossier médical, pour votre dossier médical. Mais donc, tout ça, tout ce que je vous explique là, c'est important dans la démarche concrète, hein, de bien comprendre que le rôle de votre professionnel, et c'est possible que lui ne le sache pas, donc vous allez devoir l'informer et lui dire, le programme est fait ainsi, ce qu'on vous demande, c'est d'attester, hein, de dire ce que vous pensez qui est véridique de ce que je vous rapporte des effets de ma condition dans le formulaire et que ce n'est pas à vous de prendre la décision si je suis admissible ou pas. Ça va être à la personne qui va analyser mon dossier à l'ARC. C'est important aussi que le médecin, pas le médecin, mais le professionnel de la santé ne fasse pas cet exercice-là sans que vous soyez présent. Simplement parce qu'il va peut-être remplir le formulaire trop rapidement, manquer des détails. C'est important et c'est votre responsabilité parce que c'est votre crédit d'impôt. Donc, c'est important que vous regardiez est-ce que ça reflète bien ce que vous lui avez rapporté, de ce que vous lui avez dit sur les effets de votre condition de santé. Parce que son rôle, c'est vraiment de rapporter ce que vous lui avez mentionné. C'est pour ça que nous, chez Finautonome, dans la dernière année, on a préparé un outil qui s'appelle un carnet de bord. C'est un outil que vous pouvez remplir. Dans le fond, c'est quelques questions où vous pouvez remplir pendant 2 ou 3 semaines
Des exemples de votre réalité, de ce que vous vivez au quotidien en notant la date. C'était dans quel contexte? Qu'est-ce que ça s'est fait? Si c'est difficile pour vous de remplir un carnet de bord parce que vous avez des difficultés d'attention, vous avez des difficultés à écrire, il n'y a pas de souci, on peut demander de l'aide à quelqu'un qui va le faire pour nous. Mais cet outil-là peut faire la différence dans votre admissibilité au programme. Donc, je poursuis. Donc, ça, c'était pour la question du professionnel de la santé. Qui sont les professionnels de la santé qui peuvent remplir le questionnaire? Bien, il y a tous les médecins généralistes. C'est pas obligé d'être votre médecin de famille. Ça peut être un médecin généraliste qui vous reçoit. Ou un médecin spécialiste. Bon, si vous êtes suivi par des spécialistes, des neuropsychologues, bon, que sais-je, là, des spécialistes, des médecins spécialistes, ils peuvent aussi remplir le questionnaire. Ils sont autorisés. Les infirmiers et les infirmières. Les psychologues, depuis qu'on a inclus les fonctions mentales, les psychologues peuvent remplir aussi le questionnaire T2201. Et des spécialistes qui sont dans le système de santé, des professionnels de la santé, mais qui sont liés à certaines limitations ou à certaines spécialités, comme les orthophonistes, les ergothérapeutes, les optométristes pour les yeux, les audiologistes pour l'audition. Donc, vous voyez, ces spécialistes-là, ils sont bien répertoriés là, sur le site du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Je vous répète encore que le rôle, pour que vous puissiez vous-même le reporter à votre, à votre professionnel de la santé, son rôle, c'est pas de donner un diagnostic. Même si le formulaire en français, il nomme encore établir le diagnostic. Il peut mettre le diagnostic, c'est pas grave s'il le met. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne fasse pas que mettre le diagnostic, hein, écrire le diagnostic, mais qu'il décrive bien en détail les effets de vos limitations dans votre vie quotidienne. Et plus il va avoir de détails, plus il va avoir d'exemples de la vie quotidienne qui démontrent que vous faites face à des obstacles, donc que vous êtes en situation de handicap, plus ça va être facile pour la personne qui va gérer votre dossier, qui va gérer votre admissibilité, pour elle de prendre une décision. La troisième étape, ben, c'est simplement de soumettre votre demande à l'Agence du revenu. Donc, comme je vous ai dit, même si le professionnel de la santé, même s'ils peuvent remplir en ligne le T2201, c'est à vous de soumettre votre demande pour différentes raisons. Premièrement, c'est parce que vous êtes responsable de l'envoi. Deuxièmement, il y a aussi que vous pourriez faire remplir le T2201 par plusieurs professionnels de la santé et envoyer tout ça en un seul et même envoi. Surtout si vous avez certaines limitations ou certaines incapacités qui peuvent être, dont le témoignage, tu sais, le professionnel de la santé est plus spécialisé dans un aspect de votre quotidien. Puis ça va être un autre professionnel de santé qui va être capable de témoigner d'un autre aspect de votre santé. Donc, c'est possible qu'on puisse demander, par exemple, à son médecin spécialiste et à un psychologue, si on a des fonctions mentales, de remplir tous les deux la section du T2201. Puis vous allez devoir soumettre tout ça dans un seul et même envoi à l'Agence du revenu. Puis là, vous attendez la réponse. Il y a des délais qui sont de plus en plus courts selon que les personnes ont un dossier qui est bien détaillé. C'est important ce bout-là. Plus vous allez avoir de détails, plus c'est facile pour la personne qui va devoir prendre la décision de la prendre. Et donc, en principe, ça prend à peu près 2 mois. Ça peut prendre un peu plus de temps si on vous demande plus de détails. Puis, je vous rappelle qu'il n'y a jamais il est jamais trop tard pour faire sa demande, là, et il faut le faire le plus rapidement possible. C'est sûr que quand on est proche de la période des impôts, c'est un sujet, hein, quand c'est temps de produire notre déclaration fiscale, ben c'est un moment qui est peut-être encore plus propice là, à venir à avoir le crédit d'impôt parce que ça va avoir beaucoup d'impact. Et c'est là les impacts financiers que vous allez avoir. C'est surtout au niveau de toutes les aides fiscales que vous pouvez avoir comme personne en situation de handicap. Toutefois, on n'attend pas la période d'impôt. Si l'information d'aujourd'hui vous concerne, vous pouvez commencer votre démarche dès maintenant
Puis vous allez avoir votre admissibilité comme ça en vue de la prochaine période d'impôt. Si votre demande est approuvée, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que non seulement vous allez avoir droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous allez aussi avoir droit aux autres mesures qui s'y rattachent. Le crédit d'impôt, comme il est nommé, c'est d'abord un crédit d'impôt. C'est un crédit d'impôt qui est non remboursable. Ce que ça veut dire, dans le fond, il y a deux grandes sortes de crédits d'impôt au Canada. Il y a les crédits d'impôt qu'on appelle non remboursables, comme celui-là, c'est-à-dire que ça va diminuer notre revenu sur lequel on va être imposé. Hein, quand on a des revenus, on paye de l'impôt sur ces revenus-là. Bien, quand on a un crédit d'impôt non remboursable, le montant de ce crédit d'impôt-là vient retrancher la partie de nos revenus qui est imposable. Donc, c'est vraiment très intéressant, ça peut avoir beaucoup d'impact. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Donc, il vise à baisser le revenu. Il vise aussi à compenser une partie des coûts qui sont liés à être en situation de handicap. Donc, pour cette année, en 2022, parce que c'est toujours donc l'année dernière, l'année fiscale, on pouvait diminuer, quand on est admis au crédit d'impôt, on pouvait diminuer notre revenu imposable de 8 870 $. Donc, parfois, ça peut faire qu'on change de braquette d'imposition, hein? C'est-à-dire qu'on va avoir accès parfois à plusieurs autres mesures. Si le crédit d'impôt n'est pas utilisable pour la personne qui est en situation de handicap, par exemple parce que vous n'avez pas des revenus suffisamment importants pour être imposé, ça arrive. Si vous êtes sur un programme de solidarité de votre province, si vous avez de l'aide de dernier recours, vous vous dites peut-être, ben c'est pas pour moi le crédit d'impôt, j'ai pas de revenus, ça me donnera rien. C'est vraiment faux. C'est une des premières choses. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, il est utile à toute personne en situation de handicap qui peut y être admissible. Parce que si c'est pas pour elle, on peut le transférer à notre conjoint, à une personne, un membre de notre famille immédiate qui habite à la même adresse puis qui est là en soutien pour nous. Ça, c'est son premier avantage. Donc, si c'est pas pour diminuer mon revenu, ben, ça pourrait être pour diminuer le revenu de mon conjoint ou de mon enfant qui prend soin de moi, etc. Et ça va vous donner accès, comme je vous ai dit, à d'autres crédits d'impôt qui sont remboursables que je vais vous parler tout de suite après. Un autre aspect qui est vraiment très important du crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est qu'il est rétroactif jusqu'à 10 ans en arrière. Ce que ça veut dire, c'est si aujourd'hui, vous entendez parler du crédit d'impôt, puis là, vous vous dites, ben oui, moi, je suis une personne en situation de handicap et ça fait 15 ans que je suis en situation de handicap, mais que vous ne le connaissiez pas, le crédit d'impôt, puis que vous étiez au Canada. Donc là, c'est important, il faut savoir pour les nouveaux arrivants, par contre, que l'admissibilité est liée au fait d'être une personne qui paye de l'impôt au Canada et d'avoir un numéro d'assurance sociale. Donc ça, c'est les critères d'admissibilité. Mais si vous étiez donc au Canada, on va raccourcir la période. Mettons qu'on dit, j'ai 7 ans et je viens d'entendre parler là aujourd'hui du crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais je suis en situation de handicap depuis longtemps. Vous allez pouvoir, quand vous allez faire votre demande, on va vous donner dans l'avis que le fédéral, l'ARC, va vous envoyer pour vous dire bravo, vous êtes admissible. Hein? C'est une bonne nouvelle. Vous êtes admissible et vous êtes admissible parce que quand vous allez remplir le questionnaire, il va y avoir une question depuis combien de temps est-ce que cette situation-là est présente pour vous? Bien, si ça fait 7 ans, bien, vous allez pouvoir aller chercher tous les montants pour les 7 dernières années pour ce crédit d'impôt-là et toutes les autres mesures qui se rattachent à lui. Donc, pour lui-même, en lui-même, mais aussi pour les autres mesures que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, ça peut être rétroactif jusqu'à 10 ans en arrière.
Ça donne automatiquement accès, si ça nous concerne, à ces prestations-là qui sont des crédits d'impôt remboursables. Ceux-là ne servent pas à diminuer le revenu. C'est vraiment une prestation. C'est un montant d'argent que le gouvernement va déposer dans votre compte pour vous ou va vous envoyer un chèque. C'est un montant d'argent qui vous est transmis pour ces programmes-là. Donc, il y a la prestation canadienne pour les enfants handicapés. Si vous êtes familier avec nos programmes de fiscalité, vous savez peut-être qu'il y a une allocation familiale, ce qu'on appelle dans le langage courant, les francophones, une allocation familiale canadienne. Donc, c'est un montant d'argent qui est envoyé aux familles pour soutenir les enfants. Quand l'enfant est en situation de handicap, c'est 5 000, c'est un peu plus, là, c'est 5 098, je pense, je ne me rappelle plus le montant exact, mais c'est 5 000 et plus dollars par année de plus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et si ça fait, mettons, 7 ans, je reprends le même exemple, que vous êtes ici, que l'enfant est en situation de handicap, mais que vous faites la demande aujourd'hui, vous allez recevoir, vous avez droit à cette prestation-là, à cette bonification-là de votre allocation familiale pour les 7 années précédentes. Donc, parfois, ça peut représenter plusieurs milliers de dollars. Et ça vous allez le savoir dans la réponse sur votre admissibilité. Vous allez pouvoir reculer en arrière jusqu'au nombre d'années de votre temps d'admissibilité. C'est la même chose avec le régime enregistré d'épargne invalidité, le REI, que je vais vous présenter. Lui aussi, il est rétroactif jusqu'à 10 ans en arrière. Ça veut dire que si vous étiez admissible, selon tous les paramètres que je vais vous présenter, bien, vous pouvez aller chercher tous ces montants-là en une fois, parce qu'on va vous donner toute cette rétroaction-là au moment où vous allez faire la démarche. Mais pour ça, il va falloir que vous demandiez à ouvrir, on appelle ça ouvrir les derniers rapports d'impôt, c'est-à-dire demander une révision de toutes les déclarations fiscales que vous avez faites pour, mettons, si je reprends mon exemple, pour les 7 dernières années. Et ça, c'est une opération qui peut être un peu complexe. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un professionnel pour vous accompagner dans ça, pour le faire pour vous, mais ça vaut certainement beaucoup la peine parce que c'est plusieurs milliers de dollars pour plein de gens. Et il y a aussi le programme de supplément à l'allocation canadienne pour les travailleurs. Donc, quelqu'un qui a un faible revenu, comme c'est le cas de plusieurs personnes en situation de handicap, des personnes qui travaillent parfois quelques heures par semaine, ont un plus faible revenu. Donc, un supplément, ce programme-là vient donner un supplément, et c'est le cas pour tous les travailleurs, mais pour une personne en situation de handicap, c'est bonifié. C'est un peu le même rapport que ce que j'expliquais pour l'allocation familiale. Donc, c'est bonifié, le montant est beaucoup plus intéressant et important. Et tout ça, toutes ces aides-là, visent à ce que vous puissiez compenser votre situation de handicap financièrement. Donc, d'être capable d'avoir un bien-être financier. Mais pour les avoir, il faut d'abord avoir fait la démarche d'aller chercher la reconnaissance, l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Puis comme vous avez vu, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. C'est pas juste une case qu'on remplit quand on fait notre déclaration fiscale. Il faut vraiment faire toute la démarche de remplir le T2201, d'aller voir un professionnel de la santé et après ça, de le soumettre à l'ARC. Mais une fois que c'est fait, ça va vous donner accès à tout ça et ça va faciliter aussi votre accès pour, par exemple, le crédit canadien pour les aidants naturels. Ça, c'est pour les proches aidants. Pour un montant pour l'achat d'une habitation. Le programme, dans certaines provinces, pour l'accessibilité à une habitation, il y a des exemptions pour les personnes qui sont en situation d'handicap. Donc, il y a des mesures particulières qui font que c'est plus facile d'accéder à la propriété, à l'accessibilité domiciliaire, si c'est votre cas. Toutes les questions pour rendre votre domicile accessible, la taxe sur les produits et services, le remboursement, il y a plus de choses qui entrent dans ce retour-là. Et finalement, si vous êtes un étudiant qui est en situation de handicap, il y a plusieurs programmes qui existent là, différemment, c'est aussi des provinces, mais il y a toujours certains montants aux programmes qui viennent du fédéral, donc qui sont là pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes.
Maintenant, je vais prendre une petite gorgée de mon jus et je passe sur la deuxième partie de la présentation. J'espère que ça va bien, que je vous endors pas trop, que c'est pas trop complexe, hein, que je garde votre attention parce que là, on va s'attaquer au riz. Donc, le RII, le régime enregistré d'épargne invalidité, qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est un autre grand programme du gouvernement. C'est un grand programme d'aide financière qui comprend différentes choses, mais dont le cœur, donc l'élément central, c'est le RII, le régime enregistré d'épargne invalidité. Qu'est-ce que c'est? Bon, ceux qui comprennent bien les concepts de REER, hein, de régime enregistré d'épargne pour la retraite, c'est un peu le même principe. Sinon, voyez-le un peu comme un compte en banque, comme une tirelire, comme un endroit où on va placer de l'argent, on va mettre de l'argent pour pouvoir le faire fructifier, hein, pour qu'il puisse faire plus d'argent juste parce qu'on le laisse là, qu'on y touche pas. L'argent peut fructifier et ça, pendant tout le temps que c'est dans ce régime-là, ben on ne va pas payer d'impôt dessus, hein, sur l'argent qui fructifie dans ce contenant-là. Et dans ce contenant-là, hein, dans ce régime, ce REI-là, ben, vous allez pouvoir vous-même, si vous en avez la capacité, mettre de l'argent qui va fructifier. Mais même si vous n'avez pas la capacité de mettre de l'argent parce que vous avez des faibles revenus, parce que vous avez peu de revenus, le gouvernement fédéral va venir, lui, en mettre de l'argent dedans, dépendamment de votre situation. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme un compte en banque. Hein? Puis ça ressemble un peu comme démarche, c'est-à-dire que pour ouvrir un REI, c'est un peu comme aller ouvrir un compte de banque. Je vais l'expliquer un peu plus tard avec dans quel endroit, comment est-ce qu'on fait pour aller ouvrir un REI. Mais donc, c'est ça, c'est un peu comme un compte en banque dans lequel le gouvernement il va pouvoir mettre de l'argent pour que vous puissiez économiser. On va faire une petite simulation. À la fin, vous allez voir que ça représente vraiment beaucoup d'argent. Donc, quand je dis que c'est un programme vraiment intéressant, important, vous allez voir que ça vaut vraiment la peine de faire toutes ces démarches-là. Alors, qui est-ce qui peut ouvrir un compte REI? Si la personne bénéficiaire, la personne qui est en situation de handicap pour laquelle on veut ouvrir un REI, si elle est mineure, ça va être soit ses parents ou son tuteur légal qui va pouvoir ouvrir le REI, comme un compte de banque. Si la personne est majeure ou si elle devient majeure, bien là, il va y avoir différentes possibilités. Si la personne, elle est apte, bien c'est elle qui peut gérer son REI. Donc, si c'est un enfant, puis que là, il devient à l'âge adulte, il pourrait devenir un des gestionnaires de son REI. Donc, que ça lui soit rapatrié à lui, même si c'était ses parents qui l'ont ouvert. Donc, s'il est apte à le faire. Sinon, ben, ça peut être, c'est pour ça que c'est écrit « et » ou, c'est-à-dire que ça peut se faire à la fois avec le bénéficiaire et un représentant légal, son conjoint, ses parents, donc la personne qui l'accompagne. Puis là, dépendamment, je pense, des provinces, ça aussi, là, il y a des règles différentes d'une province à l'autre, là, mais pour ce qui est de comment est-ce qu'on peut être considéré comme apte. Mais donc, c'est toujours une personne qui est responsable, la personne en situation de handicap, qui peut le faire. Pour ouvrir un compte REI, pour pouvoir le faire, ben, il faut d'abord être une personne, comme je vous ai dit, hein, qui est reconnue comme étant en situation de handicap. Et ça, c'est une reconnaissance qu'on a à travers l'admission au CIPH. C'est pour les résidents canadiens, donc les personnes qui résident au Canada puis qui payent de l'impôt, comme je vous ai mentionné plus tard, et aussi qui ont un numéro d'assurance sociale. Il faut être âgé de 59 ans et moins parce que
C'est un régime d'épargne. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que l'argent qu'on va placer là, plus tôt on le fait dans la vie de la personne, plus ça va avoir le temps de fructifier, hein, que ça se multiplie dans le compte REI pour que la personne puisse le prendre plus tard dans sa vie, qu'elle ait eu de l'argent qui était épargné pour elle. Qui est-ce qui peut déposer de l'argent dans le compte REI de la personne? Bien, il y a le gouvernement d'abord, comme je vous ai dit, si la personne est admissible à certaines aides, selon ses revenus ou les revenus de sa famille, peut-être qu'il va y avoir le gouvernement qui va pouvoir mettre de l'argent dedans. Sinon, il y a ses parents, des amis, de la famille, un employeur. Tout le monde peut venir mettre de l'argent dans le compte d'un bénéficiaire. Si le bénéficiaire accepte, là, ou son tuteur. Mais ce n'est pas limité à certaines personnes. C'est vraiment un espace pour le bénéficiaire, hein. C'est à lui que c'est rattaché et l'admissibilité vient de lui. Et donc, mais toute autre personne qui voudrait aider une personne en situation de handicap de sa famille peut venir mettre de l'argent dans son REI. Là, il y a toutes sortes de méthodes de calcul pour savoir est-ce que le gouvernement va venir déposer de l'argent dans le compte REI de la personne. Donc, je vais vous exposer c'est quoi les règles, puis comment ça fonctionne en gros. Bon. Tout d'abord, il faut voir, selon l'âge et le revenu, là, hein, si la personne est en bas de 18 ans, qu'elle n'est pas majeure, bien, ça va être les revenus de sa famille qu'on va considérer, de ses tuteurs. Par contre, si elle a 18 ans et plus, et là, c'est important de comprendre ce bout-là, si la personne, par exemple, est inscrite au programme de sa province d'aide à la solidarité sociale. Je ne sais pas comment ça se nomme dans chacune des provinces canadiennes, là. Mais donc, l'aide de dernier recours qui est spécifique pour des personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Nous, on le dit comme ça au Québec, là. Quand ces personnes-là, donc, ont un revenu propre à elles, qui vient d'un programme du gouvernement et qu'elles ont 18 ans et plus, c'est ce revenu-là qui va être tenu en compte pour le calcul des montants qui pourraient être versés. Pas les montants, pas les revenus de sa famille. Et ça, pour plein de personnes en situation de handicap, c'est important de savoir ce bout-là parce que ça peut changer beaucoup le montant que le gouvernement va venir mettre dans le régime, dans le REI. Parce que vous voyez, si vous êtes, là on écrit le programme de revenu de base, ça c'est un programme québécois, mais si vous êtes sur un programme de solidarité sociale, un programme d'aide, de soutien financier de votre province, et ou que vous travaillez, ou que vous avez, peu importe la façon, que vous avez des revenus de moins de 32 797 $, hein, que votre revenu à vous, ou à votre famille, si vous avez en bas de 18 ans, puis que c'est les revenus familiales, ben c'est ça qu'on va considérer. C'est les revenus de la famille. Ben le gouvernement va mettre 1 000 $ par année d'admissibilité dans le compte REI de la personne. Vous vous rappelez ce que j'ai dit pour la rétroaction? Si quelqu'un, ça fait 7 ans qu'il est admissible, ben le gouvernement va venir mettre 7 000 $ à l'ouverture du REI. Le gouvernement va pouvoir mettre jusqu'à 20 000 $, donc pendant 20 ans, 1 000 $ dans le REI. Pour les personnes qui ont un revenu entre 32 000, j'arrondis, et 50 197, là, on peut avoir encore un montant, même si nous, on ne met pas un sou dans notre REI. Le premier exemple, c'était ça aussi, hein. Le gouvernement va venir mettre 1 000 $ dans votre REI. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'ouvrir. Même si vous ne mettez pas un sou dedans, lui, il va mettre cet argent-là dedans. Bien, pour la portion des personnes qui ont des revenus entre 32 797 et 50 197, il va y avoir un calcul qui va se faire, qui est un calcul, là, je vous l'épargne, là, parce que c'est un petit peu compliqué, puis c'est dans la loi, dans le règlement. Mais donc, le gouvernement va venir mettre un montant qui peut aller jusqu'à 1 000 $, sans que vous ayez à mettre un sou dans votre REI. Vous n'avez pas besoin de mettre d'argent ni personne dedans. C'est le gouvernement qui va s'en charger uniquement. Et pour toutes les autres personnes qui vont avoir des revenus de moins de 100 392 par année, hein, bien là, à ce moment-là, il faut qu'on cotise. Cotiser, ça veut dire il faut que moi-même, il faut que la personne mette ou sa famille
de l'argent dans le REI pour que le gouvernement y vienne en mettre aussi. Donc, cette dernière catégorie-là, ici, là, il faut que le bénéficiaire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette de l'argent dans le REI pour le bénéficiaire. Ça peut être n'importe qui, encore une fois. Et là, selon le montant qui va être mis, le gouvernement peut aller mettre jusqu'à 3 fois la mise, hein? De 100% à 300% du montant qui a été mis dans l'année fiscale. Peut-être que c'est là que vous allez avoir des questions. On pourrait essayer d'y répondre rapidement après, mais dans le fond, il faut juste comprendre la mécanique. C'est que si on a un revenu de moins de 100 000, entre 50 et 100 000, soit de revenu individuel si c'est la personne en situation de handicap ou le revenu familial, bien, quand on va venir mettre de l'argent dans le REI, il va être bonifié de beaucoup jusqu'à 3 fois plus par le gouvernement. Ça peut être 2 fois plus, ça peut être 1 fois plus, donc ça dépend de notre revenu. C'est ça qui est expliqué un peu plus bas, jusqu'à ce que le gouvernement ait été mettre jusqu'à un maximum de 70 000 hein? Ça peut aller jusque-là, avant que la personne ait 49 ans, la personne bénéficiaire. Je vous explique aussi rapidement c'est quoi les retraits, les règles de retrait. Ça aussi, il y a plusieurs règles. Il y a à la fois, je pense que ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il y a les règles du programme que le gouvernement a établi dans son propre programme. Puis il existe aussi les règles de l'institution bancaire avec laquelle vous allez ouvrir le REI. Donc là, moi, je ne parle que des règles du gouvernement. Mais soyez attentifs parce que les banques, les endroits où vous allez pouvoir ouvrir des REI, c'est des entreprises qui font du profit, qui elles-mêmes ont leurs règles. C'est un contrat que vous passez avec elles. Puis dans ces règles-là, c'est possible qu'elles ajoutent des contraintes à vos retraits. Mais le gouvernement, lui, dans la loi puis dans le programme qu'il a bâti, voici ce qui est dit au sujet des REI, des retraits. Donc, avant 60 ans, l'argent qui est mis dans le REI par le gouvernement doit rester, hein, c'est comme si, mettons que le gouvernement a mis 7 000 pour les 7 ans de rétroaction. Il met aujourd'hui. Cet argent-là doit rester au moins 10 ans dans le REI avant d'aller pouvoir faire des retraits. Parce que si la personne a fait des retraits avant, elle peut avoir des pénalités. Okay? Donc ça, c'est important de comprendre ça, qu'il y a comme un délai de 10 ans de l'argent que le gouvernement lui met, que ce soit sous forme de 1 000 que ce soit parce qu'il a triplé, hein, la mise que vous avez mis dedans. Tous les argents qui viennent du gouvernement fédéral dans votre REI doivent y demeurer au moins 10 ans. Puis comme il en met un petit bout à chaque année, bien, l'important, c'est la dernière année de retrait. Puis je vous dirais que ce qu'il faut comprendre, là, quand vous serez rendu à faire des retraits, il y a toutes sortes de mécaniques fiscales, des stratégies financières, c'est-à-dire qu'on peut faire une affaire, ça va avoir tel impact. Puis on peut en faire une autre, puis ça va avoir un autre impact. Après ça, c'est pour ça que ça prend des conseils plus professionnels, parce que c'est plus complexe. Mais le programme, lui, ce qu'il dit, c'est ça. C'est qu'il faut que l'argent soit mis là, dans ce compte-là, au moins 10 ans, l'argent du gouvernement, sans qu'elle soit touchée. L'argent que vous mettez dedans, puisque c'est de l'argent qui a déjà été imposé, vous pouvez la retirer. Hein? On peut retirer les autres argents qui ne sont pas du gouvernement. Hein? Ces montants-là, on peut les retirer de notre REI sans problème. Mais l'argent du gouvernement, lui, on ne peut pas le retirer. Il y a vraiment une attente de 10 ans. Bon, là, ici, on vous explique qu'à partir de 60 ans, les retraits sont obligatoires. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser l'argent dans le... Il faut commencer à faire des retraits puis à se servir de cet argent-là. Vous pouvez le faire avant, sous les contraintes, sous différentes contraintes, mais passé 60 ans, vous n'avez pas le choix de retirer de l'argent de votre REI. L'argent qui a été déposé par votre gouvernement, par le gouvernement, lui, va être imposable. Mais comme vous risquez d'avoir beaucoup moins de revenus à 60 ans, ben, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc, tu sais, il faut le savoir que c'est là que c'est imposable.
Mais il ne faut pas s'en faire outre mesure avec ça, là. Pour ce qui est de la fermeture ou de l'arrêt des versements d'argent dans un compte REI, bon, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire qu'on doit fermer son REI. Puis même, je vous dirais que ça aussi, là, la fermeture, c'est peut-être pas obligatoire, mais on peut pas cotiser dedans. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de cotiser dedans si on n'est plus résident canadien. C'est important pour être admissible, il faut être un résident canadien. Donc, si vous n'êtes plus résident canadien, ben, vous allez devoir arrêter de mettre de l'argent dans votre REI, puis le gouvernement aussi va arrêter d'en mettre dedans. Et bien évidemment, si la personne décède. Là aussi, on ne peut pas garder le REI ouvert, on va le liquider on va le liquider auprès de la famille de la personne qui est décédée. Bon. Comme je vous ai dit, le gouvernement il met de l'argent dedans, c'est pour que vous en disposiez, que le bénéficiaire, la personne en situation de handicap, puisse en disposer de son vivant. Mais si cette personne-là est décédée, les montants que le gouvernement a mis dans le REI ne vont pas être distribués à la famille. L'argent qui fructifie, ça oui. Hein? Donc, on fait de l'argent quand on met de l'argent dans le REI. C'est un endroit où l'argent va se multiplier là, par différentes mécaniques financières, hein, parce que c'est des placements. Cet argent-là va aller à la famille, mais l'argent que le gouvernement a mis, mettons que c'est 5 000 5 000 ça ne sera pas disponible pour les personnes, pour la famille. Le gouvernement va reprendre ces montants-là. Puis le reste, ben, c'est ça, ça va être distribué. Si la personne, c'est parce qu'elle quitte le Canada, elle peut reprendre l'argent qu'elle a mis dedans. Puis si c'est parce qu'elle décède, mais ça va être sa succession qui va avoir droit à ces montants-là. Il y a une exception pour les prévisions de vie limitée. Donc, il y a certaines personnes, on le sait, c'est un sujet un peu délicat, mais c'est quand même un fait que plusieurs personnes en situation de handicap ont comment on dit ça, des prévisions de vie qui sont limitées. Donc, si une personne sait, par sa condition de santé, que dans un moment X, là, elle sait qu'il lui reste tant de temps à vivre, il peut avoir des modalités de retrait pour qu'elle puisse jouir de son REI avant son décès. Mais ça aussi, ça demande différentes explications, mais je pensais important de vous dire que quand même, il y a une possibilité de le faire là, quand on est dans cette situation-là. Donc, ça vaut la peine de placer d'argent dans le REI, même si on sait que notre espérance de vie n'est pas jusqu'à 90 ans, mais ça vaut quand même la peine de le faire parce que peu importe. Puis s'il se présentait une situation qui fait que notre santé se détériore, puis qu'on a une prévision de vie limitée, on va quand même pouvoir aller chercher cet argent-là justement pour mieux vivre pour le temps qui reste. Donc, c'est quand même intéressant. Je vous ai dit que je vous parlerai rapidement de ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir un REI. Je vous l'ai expliqué brièvement, là, mais ça, c'est tous les endroits au Canada où on peut, donc il y a des banques, il y a des institutions financières coopératives comme Desjardins au Québec. Il y a le fonds de la Fédération des médecins omnipraticiens aussi où on pourrait ouvrir un REI. Il y a des émetteurs comme Mackenzie. Donc ça, c'est tous les endroits où vous pouvez aller ouvrir un REI au Canada. Maintenant, comme je vous l'ai dit, puis c'est pas une critique, là, elles ont probablement toutes des forces, toutes des faiblesses. Ma responsabilité, c'est juste de vous dire qu'avant d'ouvrir un REI, c'est un peu comme aller s'acheter une voiture. Tout le monde n'a pas besoin du même genre de voiture. Il faut s'informer avant de l'ouvrir, ça ne sera pas égal partout. Le REI, c'est un programme gouvernemental, c'est une possibilité, c'est un véhicule, c'est une tirelire pour aller mettre de l'argent, pour pouvoir faire fructifier de l'argent, puis épargner pour plus tard. Mais les institutions financières ou les conseillers financiers, parce qu'il y a des conseillers financiers aussi qui ne sont pas là, mais vous pourriez faire affaire avec un conseiller financier qui, lui, peut aller chercher des produits financiers de différentes institutions, là, de différents fonds. C'est important que vous compreniez bien c'est quoi le contrat avec
que vous passez avec lui? Est-ce qu'il va avoir des pénalités si vous voulez changer votre REI d'endroit en cours de route? Tu sais, si dans 5 ans, vous dites, bon, j'ai ouvert un REI à Banque Royale, mais là, pour une raison X, je déménage au Québec, puis je voudrais transférer mon REI chez Desjardins. Est-ce que vous allez avoir des pénalités? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'ils vous laissent le faire? C'est important tout ça de savoir. La même chose, je vous ai dit, c'est un espace pour faire fructifier l'argent, pour faire de l'argent, mais il y a certains REI, hein, comme n'importe quel régime d'épargne, il y en a qui sont plus performants, c'est-à-dire qu'il y a des institutions là-dedans qui vont vous offrir, selon votre profil d'investissement, des produits financiers plus intéressants que d'autres. Fait qu'il y en a qui, au bout de 10 ans, vont avoir fait beaucoup plus d'argent avec le même montant qui a été mis dans le REI que d'autres. Tout ça, c'est votre responsabilité quand vous ouvrez le REI de magasiner. Vous allez voir les personnes avec qui vous êtes habitué de faire affaire ou d'autres personnes, des conseillers financiers. Posez-leur des questions. Demandez-leur de faire une prédiction sur comment est-ce qu'ils pensent qu'avec le produit qu'ils vous offrent, combien est-ce que vous allez avoir d'argent au bout de 5, 10, 20, 30 ans dans votre REI. C'est ça qui compte. C'est ce qui est important de savoir. Puis de s'assurer que ces personnes-là sont bien enregistrées dans chaque province, hein. Il y a des organisations, des institutions qui régulent, qui surveillent les personnes qui vendent des produits financiers. Assurez-vous que ces personnes-là sont bien répertoriées puis que vous êtes bien protégés. Et maintenant, je vois que j'ai quand même 7 questions, parce que j'ai pas mal fini ma présentation rapide. Ben, c'était pas si rapide, là, c'était même assez long. J'espère que vous êtes encore là. Mais je vois qu'il y a des questions dans l'espace de chat que est-ce que je les vois? Oui. Fait que je pourrais répondre à ces questions-là, puis si vous voulez, on a peut-être encore un peu de temps. Est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste en principe? Il vous reste 19 minutes. OK. Donc, je vais répondre aux questions en premier, puis si vous voulez, on pourra faire une petite simulation parce que tout le monde, vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien, mais il y a la calculatrice du REI de l'organisme qui est situé en Colombie-Britannique, qui est aussi un partenaire entre l'événement aujourd'hui avec Ocasys, Plan Institute, qui a mis sur pied une calculatrice en ligne sur laquelle on peut aller faire des simulations. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça rend concret tout ce que je viens de vous dire. Si je mets tant d'argent, j'ai tel âge. Fait qu'on pourra faire une simulation ou deux si vous voulez par la suite, là, avant de terminer. Mais je vais aller voir les questions et tenter d'y répondre du mieux que je peux. Donc, si je monte jusqu'en haut, ça, c'est ta présentation. Le guide, là, je vois que quelqu'un télémette le guide sur un Google Drive. Je ne sais pas c'est qui. Tessia, est-ce que c'est quelqu'un de l'organisation Cassie? Oui, c'est le guide qu'on a développé. Ah bon, oui, parce que tout ce que je vous ai dit est bien détaillé aussi dans le guide que vous avez fait, là, qui est vraiment merveilleux, là, comme je le partageais. C'est vraiment un outil que nous aussi, on va se servir chez Finautonome parce que c'est vraiment très, très bien fait. Donc, je descends. Bon. Qu'en est-il des personnes nouvelles arrivantes au Canada? Francine. Bien, en fait, Francine, comme je vous ai dit, les personnes qui, dès qu'on a un numéro d'assurance sociale, puis qu'on doit faire une déclaration fiscale, hein, bien, on peut être admissible au CIPH. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas si c'était plus complexe ou c'était simplement ça. Il y a Maria aussi qui demande, est-ce que l'admissibilité du programme CIPH est le point de départ pour toute la suite des programmes dont on peut être admissible? Pour plusieurs, pour les plus importants, je vous dirais. Sinon, il y a certains programmes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent des mesures fiscales, donc c'est lié à notre production de déclaration d'impôt. Il y a certaines mesures que l'important, c'est de le cocher, de faire la demande. Des fois, c'est des remboursements sur une partie de certaines dépenses. Là, je pense à toutes les questions d'adaptabilité. Tout ce qui est des mesures d'adaptation dans votre vie, il y a plusieurs choses qui sont remboursées en partie, comme je vous disais, les taxes. Bon, mais ça peut faire une différence intéressante. Mais vraiment, si vous pensez que vous êtes, bon, si vous vous considérez comme une personne en situation de handicap, définitivement qu'il faut aller chercher CIPH.
Puis après ça, il faut savoir aussi qu'il y a des programmes provinciaux qui existent dans chacune des provinces. Puis c'est pas, des fois, ça peut donner accès, le CIPH, comme nous au Québec, quelqu'un qui est admis au CIPH, au crédit d'impôt pour personnes handicapées, il y a comme une espèce de passerelle facilitante qui fait que pour 90% des personnes qui sont admises au CIPH, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'envoyer leur formulaire aussi au provincial, puis ils vont être admis automatiquement. Parfois, ils vont poser plus de questions, ils vont demander des compléments. Parfois, ils vont demander aussi de remplir le formulaire du provincial. Mais pour plein de gens, pour une majorité de gens, ils n'auront pas besoin de le faire. Il ne faut pas confondre aussi qu'il y a des programmes qui se ressemblent beaucoup. Je vous donne un autre exemple au Québec. Là, je m'excuse, c'est les exemples que je vous donne parce que c'est les programmes que je connais plus. Mais je sais qu'il y a des équivalents ou des choses à peu près semblables dans plusieurs provinces canadiennes. Par exemple, le crédit d'impôt pour proche aidant, hein, ou celui qu'on a présenté au fédéral. Il y en a un qui vient du gouvernement fédéral, puis il y en a un qui vient du gouvernement provincial. Un n'empêche pas l'autre, mais un n'a pas les mêmes impacts non plus. Parce que, par exemple, au Québec, ce crédit d'impôt-là, des fois, ça vaut la peine d'aller le chercher. Mais des fois, si on a demandé de l'aide à domicile ou qu'on a demandé d'autres programmes, là, on n'est plus admissible si on le demande, le crédit pour proche aidant. Ils sont liés parfois, les programmes. Donc, c'est ça qui est malheureux, sur lequel nous, on fait beaucoup de représentations auprès des gouvernements pour dire simplifier la vie aux personnes en situation de handicap. C'est terrible de faire ça parce que il faut pratiquement être fiscaliste pour être capable de comprendre l'impact de un sur l'autre. Mais ce que je vous ai présenté aujourd'hui, là, le CIPH et le REI, ça, tout le monde, puis ça donne accès à plein d'autres tout de suite. Donc, il y a ceux-là. Puis après ça, informez-vous dans votre province pour savoir qu'est-ce qui existe aussi comme programme dans votre province, parce que parfois, vous avez des choses qui sont équivalentes. Donc, il ne faut juste pas confondre quand on dit « Oui, oui, j'ai demandé le crédit d'impôt pour proche aidant. » Oui, mais l'as-tu demandé aussi l'équivalent dans ta province parce qu'il y en a deux? C'est important d'aller chercher tout ça auquel on a besoin, on a droit. Ensuite, si un compte REEE a déjà été ouvert pour l'enfant en situation de handicap, est-ce que ce compte peut être transformé en REI? Il ne peut pas être transformé, mais il peut être transféré. Donc, on peut prendre l'argent qui est dans un régime d'épargne-études et l'envoyer dans le REI. Oui, on peut le faire. Donc, c'est faisable. Maintenant, avant de faire des opérations comme ça, je vous invite vraiment, le conseil qu'on vous donne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est de rencontrer des conseillers financiers pour voir est-ce que ça va valoir la peine. Parfois, ça vaut la peine d'avoir à la fois un REI et un régime d'épargne-études. Il n'y a pas deux familles pareilles, il n'y a pas de situations pareilles, et c'est dans des cas comme ça où quand même les professionnels ont toutes leurs raisons d'être, là. Là, après ça, on parle plus de stratégie financière. Ça veut dire que ça peut être plus payant pour vous de garder les deux que d'envoyer tout dans le même. Puis pour certaines autres personnes, ça va être plus payant, plus bénéfique d'envoyer tout seulement dans le REI. Donc, mais c'est possible de le faire. On peut faire des transferts, des roulements de certains programmes vers le REI. Je pense que là, ça a pris toutes les questions qui étaient écrites. Est-ce que, Siem, tu veux prendre des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui pourraient être à main levée ou des gens qui pourraient poser la question? Il y a dans la section questions-réponses, Q&A, il y a d'autres questions. Ah bon? Donc, oui, ça dit par exemple, est-ce que l'admissibilité du programme CIPH est le point de départ? Ça, c'est la même que tout à l'heure de Maria. Voilà. Celle de Linda. OK, je viens de les trouver. Excellent. Après celle de Linda et après Maria, oui. OK. Donc, existe-t-il même dispositif pour des entrepreneurs en situation de handicap? Il existe vraiment beaucoup. Quand je l'ai présenté au début de la présentation, là, mais oui, il existe certains programmes pour les entrepreneurs en situation de handicap, pour les étudiants en situation de handicap. J'ai même appris pour les agriculteurs en situation de handicap récemment. Donc, il y en a vraiment beaucoup de programmes. C'est des trouver, je vous dirais, qui est l'enjeu. Nous, on se fait devoir de faire les recherches pour vous. Si c'est, par exemple, une famille qui nous a appelé et qui disait, ben,
Tu sais, nous, notre enfant, là, il peut plus contribuer, puis on est fermier. Tu sais, y a-tu quelque chose qui peut nous aider parce qu'il est plus apte à travailler avec nous? C'est ça notre revenu principal. Il existe un programme. Donc, on fait des recherches pour vous auprès des différents ministères là, pour être capable de trouver si ça existe. Ça vaut la peine de se poser la question, toujours. Où peut-on trouver les programmes pour les personnes handicapées? Bien, il y a différentes ressources, je vous dirais, pour les trouver. Maria, je ne sais pas si vous êtes au Québec ou si vous êtes dans une autre province, mais vous pouvez faire les recherches. Là. Malheureusement, parce que je voulais réduire un peu ma présentation là, aujourd'hui, j'ai enlevé les deux vignettes dans lesquelles, dans chacune de nos présentations, on vous présente le portail, par exemple, fédéral, qui s'appelle prestation d'invalidité. Moi, je trouve ça terrible, là, le mot qu'ils ont pris, parce que ça couvre plein de programmes, puis on n'a pas besoin d'être en situation d'invalidité pour y avoir droit. Entre autres, le CIPH est là, le REI. Donc, c'est une espèce de grand portail. Si vous faites ça, Invalidité Canada, là, vous allez trouver beaucoup de choses. Mais je vous dirais qu'après 2 ans là, de travail dans le secteur, là, puis à chercher les mesures, puis à essayer de les comprendre, je me rends compte qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il faut vraiment regarder parfois, par exemple, le Bureau de la consommation du Canada va avoir certains programmes. On ne les retrouve pas nécessairement dans ceux-là. Donc, dépendamment de vos besoins, de vos situations de vie, ben, vous pouvez soit faire les recherches directement sur le site du fédéral. Il y a même quand même un espace au gouvernement canadien où quelqu'un peut faire les recherches pour vous. Il y a cet équivalent-là aussi au Québec avec Communication Québec. Des fois, ça peut vous aider. Il y a les organismes sur votre territoire aussi qui peuvent vous aider à faire des recherches. Nous, au Québec, en tout cas, on le fait pour les personnes. C'est gratuit, ils nous appellent, comme je vous disais, puis on fait pas juste des recherches sur les grands programmes, mais on essaie d'aller chercher l'information sur l'ensemble de votre situation qui se prête à vous. Mais évidemment, il faut chercher un petit peu. Ce que je dis par contre dans chaque rencontre, parce que aussi depuis 2 ans, j'entends des histoires parfois terribles là, qui me brisent le cœur, mais c'est que ces grandes mesures-là qu'on vous présente, si on vous les présente, c'est pas pour rien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres programmes qui existent, mais ça veut dire que si vous n'avez pas ceux-là, vous passez à côté des mesures les plus importantes, structurantes, qui vont avoir un impact rapidement dans votre vie. C'est pour ça que c'est ceux-là qu'on vous les présente. Les autres, c'est plus complexe, ça demande plus de choses, c'est moins des montants d'argent. Ça va vous demander, tu sais, le rapport entre l'effort et le retour va être plus important. Ça ne veut pas dire de ne pas les faire, mais ça veut dire que les premières choses à faire, n'importe quel Canadien en situation de handicap, je pense que l'important, c'est d'aller chercher l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Là, vous entendez peut-être parler de la loi C-22, une nouvelle prestation qui va découler d'une loi qui est en cours, là, c'est pas fait encore, mais puis il est discuté là-dedans que ce soit peut-être une admissibilité liée au CIPH. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça se pourrait que pour faciliter les choses, que le gouvernement fédéral dise, ben oui, si on a l'admissibilité au CIPH, pourquoi pas donner cette prestation-là? Donc, si vous ne l'avez pas eu, puis vous n'avez pas fait la démarche, mais vous ne l'aurez pas. C'est un peu comme l'aide qui avait été déployée pendant le COVID. Les personnes en situation de handicap ont reçu 600 dollars, je crois, tous les Canadiens qui avaient le CIPH. Ceux qui ne l'ont pas, puis c'est beaucoup trop de personnes là, qui ne l'ont pas, qui y ont droit. On le sait au Canada parce qu'on a des statistiques, puis on est capable de voir qu'il y a plusieurs personnes qui demandent, qui font pas la démarche, mais toutes ces personnes-là ne l'ont pas eu. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on vous les présente en premier. Puis sinon, ben, c'est des questions qui avaient déjà été posées dans l'autre espace. Si vous voulez, je peux soit prendre les questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Je vois pas tout le monde, je vois qu'il y a des gens d'un peu partout. Vous pouvez me donner vos commentaires, ouvrir votre micro, puis poser vos questions. Sinon, pour terminer, je vous proposerais de faire une petite simulation, si vous voulez bien, sur la calculatrice de Plan Institute. Est-ce que ça vous tente? On fasse un essai pour voir comment ce bel outil fonctionne. Donc là, vous allez comprendre que ça va être tout à fait fictif. Là. Si quelqu'un veut se prêter au jeu, vous êtes bienvenu aussi d'ouvrir votre micro. Mais là, sinon, moi, je vais y aller selon ma créativité de la journée. Donc, je suis une personne, un membre de la famille. Là, j'ai la possibilité de choisir. Donc, moi, je vais dire je suis une personne ou un membre de la famille, une personne en situation de handicap.
l'âge actuel du bénéficiaire du REI. Je vais vous donner un âge d'un enfant en bas de 18 ans parce que, comme tous les régimes d'épargne, ce qui est intéressant, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible dans la vie de quelqu'un. Mais il n'est jamais trop tard. Ben, c'est pas vrai. À un moment donné, il est trop tard. Passé 49 ans, là, ça, c'est le maximum. Après 49 ans, on ne peut plus ouvrir un REI. En fait, on peut en ouvrir un, mais le gouvernement ne mettra plus d'argent dedans. Puis c'est 59 ans l'âge maximum dans lequel on peut mettre de l'argent. Donc, on va prendre un beau scénario pour que ce soit encore plus intéressant. Donc, je vais mettre 15 ans. L'année de l'ouverture du REI, ben, mettons qu'on l'ouvre maintenant, aujourd'hui. L'admissibilité, on va dire oui, parce que là, on a bien fait nos devoirs et on sait que c'est important de le faire. Il est admissible, mettons, puis là, ça dit la première année d'admissibilité. Là aussi, on va s'amuser. Disons que je prends mon exemple, je vais prendre 7 ans. J'ai pris tout à l'heure, chiffre chanceux, le 7. Et les revenus annuels nets avant 19 ans. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Donc, je prends le revenu annuel de qui? De la famille ou du tuteur légal? Donc là, on va mettre un revenu annuel, disons, de 45 000. Ça vous va? On fait ça comme ça. Oups. OK. Là, je revois des notions avec vous. J'aimerais ça qu'il y en ait que vous me répondiez, là, parce que là, vous êtes tous votre micro est muet, mais ce serait le fun de pouvoir faire ce petit bout-là ensemble. Vous pouvez ouvrir vos micros et disons, je vous ai parlé d'un revenu annuel de 45 000. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Est-ce que la personne est obligée de mettre de l'argent ou elle n'est pas obligée? Maria qui dit non. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Bon, fait qu'on n'en mettra pas, c'est pas obligé. On va voir, mettons, on fait un scénario. La famille fait 45 000, puis on ne met pas d'argent, on ne cotise pas dans le REI. Puis on va cotiser jusqu'à l'âge de 49 ans, hein, parce que, bon, c'est un enfant, pourquoi pas. De toute façon, vous allez voir, ça allait faire le calcul. La stratégie d'investissement avant le début des retraits. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des stratégies d'investissement, ça, c'est quand vous faites affaire avec l'institution bancaire ou avec le conseiller financier. Il va vous proposer différents rendements. Le rendement, c'est combien d'argent est-ce qu'il pense qu'il va faire en plaçant votre argent dans différents produits. Mais là, on va le garder modéré, puis on va garder la stratégie d'investissement conservateur. Donc, on se dit on y va plutôt conservateur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de folie, puis on veut sécuriser on veut que notre argent soit en sécurité. Ferez-vous des cotisations forfaitaires? Une cotisation forfaitaire, ça veut dire que, disons, par exemple, que j'ai un retour d'impôt. J'ai un remboursement d'impôt cette année. Mettons que c'est moi, là, la maman de cet enfant-là. Puis j'ai un retour d'impôt. Puis là, je me dis, bon, j'ai un retour d'impôt de 1 000 $. Je me dis, ah tiens, je pourrais faire un versement dans le REI de mon enfant de la moitié. Mettons 500 $. OK? Donc là, je vais mettre 500 $. L'âge, c'est... Je ne sais pas pourquoi il me le met à ça. 7 ans. L'âge inscrit ne peut pas dépasser 15. Ah non, OK, c'est ça l'âge de la personne. Fait qu'on va dire 16 ans, l'année prochaine. Mon retour d'impôt, je le mets là. Puis les options de retrait, l'âge idéal pour commencer à effectuer les retraits. Ben, moi, je dirais que mon enfant, là, tu sais, je commence à cotiser tout de suite parce que j'aimerais ça qu'il puisse profiter de ces montants-là à partir de, on pourrait dire à partir de peut-être 55 ans. Là, ferez-vous des retraits forfaitaires? On va dire non. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est faire le calcul. Alors là, vous voyez qu'on voit ce qui est le fun avec cet outil-là, c'est incroyable, c'est que c'est un scénario qui nous dit, tu sais, la date du début et la fin des retraits, tu sais, comment est-ce que ça va être quoi le premier retrait à l'âge de 55 ans, puis le dernier retrait, ce qui reste dedans. C'est quoi la valeur? T'sais, là, ce que je voudrais qu'on puisse voir, peut-être que c'est petit pour vous, moi, c'est petit pour moi, puis j'ai pas mes lunettes. Mais, tu sais, dans le fond, on peut voir qu'avec l'argent qui a été mis que par le gouvernement, on n'a pas mis d'argent dans le... Ben, c'est pas vrai, on a mis 500 $.
forfaitaire une fois, mais qu'on voit qu'il va avoir jusqu'à la valeur, hein, avec nos gains de ce placement-là, à l'âge de 55 ans, c'est 145 115 $. C'est ça l'argent qu'il va avoir dans le REI. Si on prend, là, si tout se passe selon la prévision qu'on a dit, puis là, c'est un scénario conservateur. Fait que, tu sais, on voit ici vos cotisations personnelles. On va pouvoir en faire une deuxième simulation où on va changer la donne. Bien, vous voyez, on voit notre cotisation forfaitaire de 500 $. Puis là, c'est l'estimation des cotisations du gouvernement. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a une subvention annuelle avant l'âge de 18 ans. Comme j'avais mis 45 000 de revenus, il estime que ça va être environ 1 500 $ que le gouvernement va mettre dedans. Subvention annuelle jusqu'à l'âge de 24 ans. Jusqu'à l'âge de 24 ans, ouais. Là, ça dit 0 parce qu'en fait, il va avoir droit à des bons. Hein, il y en a pour 13 000 avant ses 18 ans, puis il y en a pour 7 000 $ jusqu'à ses 24 ans. Ça va être le montant total, 21 500, que le gouvernement va mettre dans le régime. Donc, mettons là que on se dit que, je ne sais pas, moi, on va faire un scénario tragique, juste pour voir si les notions sont bien, ont été bien compris. Scénario tragique, mon enfant décède. Et mettons qu'il y a 55 ans. Parce que là, c'est sûr que sinon, tout le scénario va changer. Quelle est la portion qui va revenir à la succession, qui me reviendrait à son décès? S'il y a quelqu'un qui veut tenter une réponse, vous n'êtes pas obligé de faire le calcul avec le chiffre, mais juste me dire quel chiffre qu'on doit prendre pour le calculer. Vous êtes timide? J'espère que ce n'est pas moi qui vous a rendu timide parce que je suis vraiment là pour vous. Puis on est là aussi pour apprendre ensemble. Mais au fond, c'est qu'on va prendre la valeur, on pense. Tout ça, c'est fictif, comme je vous dis. Mais la valeur qu'il y a dans le REI, c'est 145 115 $. Puis les cotisations gouvernementales, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'elles n'allaient pas revenir à la succession. Donc, je vais devoir soustraire 21 500 $. Puis c'est la balance de tout ça, hein, ce qui va rester, qui va revenir à la succession. Mettons qu'on change un petit peu là, le profil. Mettons qu'on dirait que l'âge du bénéficiaire, on va le mettre adulte, on va le mettre à 22 ans. Excusez, j'ai une question. Ah oui? Juste, si vous baissez, c'est marqué total, Là, j'ai total changé. du PVI, 222 000. Ça sort d'où, ce 222 000-là? Ça, c'est les paiements viagers. Je pense bien, si je ne me trompe pas, là. PVI moyen, ça doit être paiement viager, c'est ça. Un PVI, c'est le paiement viager, donc c'est le paiement qu'on sort mensuellement, donc ça se fait d'une façon récurrente, là. Une fois qu'on le commence, on dit on ne peut pas arrêter. Il doit être versé au moins une fois par année ou par mois jusqu'au décès du bénéficiaire. Donc, quand on décide qu'on commence à sortir l'argent du REI, on a différentes options. On pourrait le prendre en paiement viager ou on peut le prendre en paiement, je pense que vous l'appelez forfaitaire. Là, je pense que j'ai quelqu'un qui est là de plan, s'il veut prendre, mais en même temps, il ne parle pas français. Fait que peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'on dit là. Mais donc, ça veut dire qu'en moyenne, ça serait 7 000 $, mais qu'au total, c'est ça qui va pouvoir être retiré. Là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que 222 000... Ah, c'est parce que j'ai changé. Je m'excuse, j'étais en train de changer, puis là, j'ai été mettre différentes tâches, puis là, ça a tout recalculé, ça se fait automatique. Mais donc, c'est les paiements viagers, ce qu'on sort par année. On va le refaire, puis on va regarder, voir qu'est-ce que ça donne pour... parce que là, je suis en train de changer. Mettons que le bénéficiaire, il a 22 ans, il a ouvert son REI, on va le mettre, mettons, il y a 2 ans. Il était admissible, on va dire encore, on garde le 7 ans, mais là, comme il y a des revenus, on va dire qu'il est sur un programme de solidarité sociale, on va dire qu'il y a 30 000 $ de revenus par année, où il travaille, puis il y a tant de revenus. Revenu annuel net avant 19 ans, ben là, c'est sûr que ça ne marche pas, je ne peux pas mettre ça là. Il faut que ça soit après 19 ans parce qu'il y a 22 ans. Mais là, ça considère que c'est parce qu'il y a différents scénarios. Il faut vraiment que vous preniez chacune des cases, là. Fait que là, moi, je le fais au fur et à mesure, mais quand vous allez appliquer, c'est-à-dire que vous pourriez avoir
eu une période d'admissibilité avant 19 ans, considérer le revenu de la famille avant 18 ans, puis là, après 19 ans, ben là, c'est le revenu de la personne. Là, moi, je vais un peu plus vite, là, je tourne les coins ronds. Mais cette calculatrice-là est vraiment faite pour qu'on soit capable d'aller remplir les cases qui nous concernent. Moi, je veux mettre son revenu annuel à lui. Bon, s'il a 22 ans, ça fait 2 ans, il est adulte, ça tient la route, mon affaire, parce que des fois, quand on fait des trucs fictifs, ça marche juste pas, là. On va dire qu'il a mis 20 hein? Ben, pas 20 mettons que s'il met 20 non, je vais dire, mettons qu'il met 1200 par année, hein? C'est-à-dire que il met 100 par mois. Puis qu'il va cotiser jusqu'à l'âge de 49 ans, mais là, on va y mettre, mettons, on va y mettre, tu sais, une stratégie d'investissement un peu plus intéressante, là. Tu sais, il est jeune, puis il veut faire de l'argent, puis il a le goût tu sais, c'est agressif, là, c'est peut-être un mot un peu particulier, je dirais, mais disons qu'il est plus audacieux. Dans certaines entreprises, on dirait plus, je pense, audacieux qu'agressif. Donc, il est un petit peu plus audacieux, il fait un rendement, là, Puis même chose, il va vouloir profiter de son argent plus rapidement à la fin, donc avoir une stratégie de retrait, là, plus rapide. Est-ce qu'il va faire des cotisations forfaitaires? On va dire non, parce que là, il fait des cotisations lui, une fois par année, puis mettons qu'il envoie ça à chacune de ses payes, là, ou qu'il reçoit son montant de revenu. Il y en a une partie qui est versée directement dans son RIB. Puis, il va commencer à faire ses retraits. On va le mettre un peu plus jeune. On va dire à, je sais pas moi, on va dire à 48 ans. Ferez-vous des retraits forfaitaires? On va dire oui, pourquoi pas? Parce que peut-être qu'à 48 ans, il va avoir le goût, je sais pas moi, de s'acheter quelque chose de particulier, hein, qui lui ferait plaisir, ou partir en voyage, peu importe. Donc, je vais mettre un montant forfaitaire de une année de, je sais pas moi, on va dire 5 000 son âge. OK. L'âge à laquelle il va commencer à faire un retrait forfaitaire, moi, je vais dire 48 ans. Et on va faire calculer pour voir si on comprend toute la même affaire. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est que dès qu'on met un peu d'argent dans un REI, là, ça fait vraiment une grosse différence. C'est comme dans n'importe quel régime. Puis là, surtout qu'on a mis une stratégie d'investissement qui n'est pas la plus audacieuse. Là, vous voyez qu'il y avait encore 3 autres profils là, où on peut aller jusqu'à mettre 11%. Quelqu'un qui est vraiment plus à l'aise avec le risque puis qui se dit, moi, j'en aurais pas besoin de toute façon avant dans 30 ans. Bon. Fait que là, dans ce temps-là, on peut prendre un peu plus de risques. On a plus de temps. Peu importe là, le profil d'investissement, mais vous voyez que le montant total, tu sais, c'est ça, là, ce bout-là, par exemple, je vous avoue que je ne suis pas certaine de comment est-ce que le total du paiement viager, c'est 2 millions, tu sais. Je ne suis pas sûre que je le comprends bien. Je vais prendre le temps de décortiquer avec vous. On a dit début et fin des retraits. Le premier retrait du PVI, donc il est à 53 ans. Il le met à 53 ans, probablement parce que j'ai commencé à faire un retrait forfaitaire où je lui avais dit... ou c'est parce qu'il peut commencer à le faire sans avoir de pénalité. Je ne suis pas certaine de comment ils l'ont calculé, là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la valeur totale. T'sais, la valeur, les gains de placement après le début des retraits, donc gains de placement pendant la période de cotisation, c'est 547 000. Tu sais, c'est impressionnant là, quand on fait les... Parce qu'il a commencé tôt. Il y a eu les montants du gouvernement. Il a mis 1 200 par année. Ça a l'air de rien, mais tout cet argent-là, donc, ça a un effet. Je ne me rappelle pas le nom. De toute façon, c'est un nom savant, là, des gens en finance, mais ça a un effet où une mesure bonifie l'autre, là, tu sais. Donc, l'impact est toujours plus grand. Plus on commence à cotiser tôt, puis plus on met d'argent, si on est capable de mettre même jusqu'à 20 ça fait vraiment une très grosse différence dans ce qu'il va avoir à la fin dans le REI. Puis là, on voit que lui a été cherché jusqu'au total des cotisations gouvernementales qu'il pouvait avoir. Il y a eu 78 000 de 70 000, excusez-moi, dollars de subventions. Hein? Ça, c'est pour l'argent que lui, il mettait. Vous vous rappelez, tantôt, j'ai dit quand on met de l'argent, le gouvernement va en mettre plus, jusqu'à 70 000. Puis il est allé chercher les bons qu'il pouvait avoir. Là, ça dit bon annuel avant l'âge de 18 ans, 8 000 je ne comprends pas parce que j'ai mis 22 ans l'ouverture du REI. En tout cas, il faudrait qu'on m'explique là, comment ils l'ont fait, mais c'est comme s'ils ont calculé qu'il y avait eu un bon. Il y avait eu droit à des bons pour 8 000 $.
Il y a eu un bon annuel après ça de 12 000, ça c'était majoré en fonction de son revenu. Mais donc, il était capable d'aller chercher le maximum de l'argent du gouvernement. C'est 90 000 qui est possible d'être mis pour une personne. C'est pour ça que toutes les entreprises qui font du REI vous vendent ça, disent le gouvernement peut mettre jusqu'à 90 000 dedans. Mais c'est vrai, mais ça dépend à partir de quand est-ce qu'on commence à cotiser, quand est-ce qu'on l'ouvre. Tu sais, c'est dans le meilleur scénario que c'est ça. Mais même si c'est ça, si vous avez des enfants en situation de handicap, c'est sûr que ça vaut la peine. Il y a même des personnes, j'ai connu un comptable qui, lui, a ouvert son REI, je pense qu'il avait quelque chose comme 47 ans, parce qu'il a eu son CIPH à cet âge-là. Mais il a été capable d'aller chercher le 10 ans en arrière. Donc, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps dans lequel le gouvernement pouvait cotiser, là, il nous a parlé de ses rendements que lui, parce qu'il l'a fait pour lui, puis bon, il est comptable fiscaliste. Là, il nous disait, c'est incroyable, là, même comment en 2 ans, en allant chercher ma rétroaction, le montant que le gouvernement est venu mettre dans mon REI, puis aujourd'hui, comment il vaut. Donc, il y a peu de personnes qui peuvent s'en passer. Je vous dirais que si je reviens à je vais fermer ce bout-là. Si je reviens, ma dernière vignette, c'était ma conclusion, mais il n'y a personne qui est en situation de handicap, je pense, au Canada qui devrait passer à côté de cette mesure-là. Hein? Ça vaut la peine pour tout le monde. Si ce n'est pas pour vous, vous allez pouvoir transférer une partie. Puis c'est surtout, c'est de l'argent qui est là pour vous, qui existe pour que les personnes aillent le chercher. Hein? Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est s'assurer de faire la démarche, hein, de bien faire sa démarche pour aller obtenir son admissibilité au CIPH. Puis après ça, de le faire l'ouverture du REI. Prendre le temps de magasiner ça. Puis un tien vaut deux, tu l'auras, donc ça vaut la peine de le faire sur le temps que vous, en le faisant à votre rythme, mais de le commencer le plus rapidement possible. Même si ça vous prend une année là, pour faire toutes les démarches. Prenez une année, mais commencez-la tout de suite. Maintenant que vous connaissez que ça existe, ben, ça vaut la peine de le faire. Je ne sais pas si j'ai des nouvelles questions, des commentaires qui sont arrivés. J'ai du monde de Calgary, des merci, mais c'est moi qui vous remercie vraiment d'avoir pu passer ce moment-là avec vous, puis de vous présenter les mesures. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir avant la fin? Sinon, Siem, je te laisse le mot de la fin. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup, Pascal.